Salut les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup aujourd'hui pour le traditionnel book haul mensuel, puisque nous avons terminé le mois d'avril, donc je vais vous présenter encore tout ce que j'ai acheté, reçu, tout ça. Vous voyez déjà une bonne grosse pile derrière moi qui ne sont que les services de presse, et il y a pas mal de graphiques. Les achats, j'en ai fait un petit peu plus que d'habitude, et il y a quelques cadeaux encore ce mois-ci, donc j'espère que vous êtes confortablement installés, puisque nous allons passer un petit temps ensemble en espérant que les petits démons que j'ai autour de moi soient sages, puisque petit aparté, pendant que je m'habillais, ils ont décidé de me déglinguer mon tapis de sport tout neuf que j'ai sorti pour la première fois du placard. Génial. Je vous propose du coup de commencer tout de suite avec les services de presse. J'ai notamment reçu le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein à retrouver aux éditions Scrineo. Un récit, un bouquin que j'ai glissé discrètement dans ma pile à lire du mois de la fantaisie. Je vous la mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vu. Et dans cette histoire-ci, on évolue dans un univers où finalement le désert prend place, vraiment une place conséquente dans le monde, de telle manière à ce que chaque grain de sable est un souvenir volé, un souvenir perdu. Et du coup, pour se protéger, l'humanité s'est cachée dans un cratère d'un volcan, sauf que malheureusement le sable prend de plus en plus d'ampleur. Et on va donc suivre un fils de marchand et sa demi-sœur qui vont du coup partir finalement à l'aventure, traverser ce désert. Alors je ne sais pas par quelle protection, hein, voilà, mais ils vont essayer de parcourir le désert pour trouver un autre endroit où l'humanité pourra donc survivre. Voilà un petit peu ce que nous propose Aurélie Wallenstein dans cet écrit. Si vous avez déjà vu du coup ma vidéo pile à lire, vous savez que je n'ai encore jamais lu de récit de cette autrice. Pourtant j'ai le Dieu oiseau dans ma palle. Ma petite soeur l'a lu, je lui ai prêté, elle a adoré, elle m'a réclamé d'autres livres de l'autrice, donc je pense que je lui prêterai celui-ci une fois que j'aurai terminé. Mais je sais que notamment son dernier Yardam n'a pas eu un franc succès par rapport à d'autres comme Mère Morte ou Le Dieu Oiseau par exemple. Mais le fait est que celui-ci je le trouvais très intriguant et je suis heureuse de pouvoir le découvrir. Je vous propose de continuer avec plutôt un univers ici de contes. Vous savez que j'ai une passion pour les contes absolument énormissime, avec notamment Le Royaume sans ciel. C'est écrit par Charlotte Embrun et à retrouver aux éditions Magic Mirror. Et là on est dans un espèce quelque part de Once Upon a Time que j'aime beaucoup, avec ce côté où finalement il y a un dôme autour de la ville et finalement on n'arrive pas à se séparer de ce dôme-ci, et au cœur de ce dôme il y a plusieurs destins de femmes qui vont justement s'emmêler. Vous avez des insinuations un petit peu à Réponse, au Chaperon Rouge, etc. Un troisième personnage, une troisième femme je devrais dire également, et apparemment elles auraient un destin lié et un destin qui aurait un rapport avec cette fameuse ville qui est sous un dôme. Voilà un petit peu pour l'histoire de ce récit qui m'intrigue énormément, à tel point que je n'ai pas su résister à le glisser dans ma palle du mois de la fantaisie encore une fois, puisque ceux que j'ai mis derrière moi en prem, ça ce sont ceux qui sont issus de ce mois de la fantaisie, mais il a l'air vraiment super bien et encore une fois je suis une adoratrice de contes et de réinterprétation de celle-ci, donc je n'ai pas pu laisser ça de côté. Voilà, il est trop bien. Quand je l'ai vu, j'ai même pas eu besoin de le demander en fait, puisqu'avec la maison d'édition on a un système de partenaire quand on est agent du miroir où on reçoit toutes les publications, donc il y en a à peu près 4 par an, et celle-ci j'avais pas lu le résumé exprès et quand je l'ai lu je me suis enjaillée toute seule, donc je suis vraiment ravie de pouvoir le découvrir. On continue du coup avec un petit jeunesse. Il s'agit du coup de La Cité des Squelettes de Richard Petitcygne à retrouver aux éditions Gulfstream, et c'est une histoire trop mignonne entre une petite fille et son chien qui débarquent dans une ville, cette fameuse ville appelée la Cité des Squelettes, où finalement tout le monde est squelette, le boulanger, le pâtissier, le prof, le facteur, que sais-je, tout le monde est squelette. Et un jour apparemment il y aurait un espèce d'os ou quelque chose qui aurait été volé, et on accuse du coup le chien de la petite fille de l'avoir volé. Elle va donc décider de mener son enquête pour justement prouver l'innocence de son adorable petit toutou. Voilà pour ce petit jeunesse-ci, vraiment petit, hein, il est pas très grand, encore une fois, c'est ce qui revient à dire petit, n'est-ce pas? Il fait environ 160 pages et il m'avait intriguée. J'aime bien des fois couper mes lectures avec des petits jeunesses illustrés comme ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément en tant que lectrice, donc quand j'ai vu celui-ci dans le catalogue, il m'a encore une fois assez intriguée. Je vous propose de continuer avec un autre bouquin. Il s'agit du coup du premier tome de la saga Aube Astrale. Ça s'intitule Le pouvoir de l'incandescence de Julia Brion, à retrouver aux éditions Anovi, et Briron, pas Brion, Briron, il manquait un R dans ce que je vous ai dit. Et dans cette histoire on va donc suivre une jeune demoiselle nommée Solène et âgée de 17 ans. Elle va devoir déménager avec sa maman et son papa a disparu depuis 4 ans maintenant, et avant de disparaître il l'aurait inscrit à un certain lycée, donc elle n'a pas d'autre choix que d'y aller. Et en fait ce lycée regorge des personnes avec quelques pouvoirs, des Kat et des Hermès, et elle aurait un lien avec ces personnes qui ont d'étranges pouvoirs et qui sont très particuliers. Elle ne sait pas trop comment les prendre, ces personnes-ci, mais le fait est qu'elle a
un lien avec cet univers, cette magie, ce milieu. Qu'en est-il? Quelle est sa destinée? J'adore les récits comme ça où finalement c'est une personne lambda qui se retrouve ne pas être une personne lambda, hein. Donc il y en a beaucoup déjà dans le genre, mais c'est quelque chose avec moi qui marche très souvent. Celui-là pour sûr il va être lu dans le mois de la fantasy puisque c'est une de mes priorités, avec celui-là que je vais vous présenter juste après d'ailleurs, mais il a l'air super intéressant et j'ai hâte de découvrir ce roman-ci dont d'ailleurs je souligne le trait graphique, là, la couverture que je trouve sublime. Je vous propose de continuer avec une briquette de fantasy. Il s'agit du coup de Terre d'errance intitulée Les ombres d'Adralia de Christophe Auronet, à retrouver aux éditions Revoir, édition que je ne connaissais pas comme le livre d'avant. Et dans cette histoire-ci, on évolue dans un univers où finalement les humains sont un petit peu cachés. Il y en a certains qui sont nomades et d'autres qui finalement se sont vraiment éloignés dans des villages parce que depuis quelques temps il y a ce qu'on appelle la période d'errance. Il y aurait certains colosses qui seraient là, etc. Donc la vie serait compliquée pour les humains. Tout du moins on est plutôt sur de la survie jusqu'au jour où finalement un protagoniste masculin qui est dans ces villages et qui normalement n'a pas le droit d'en sortir fait des petites balades clandestines, hein, pour aller dans ce qu'on appelle l'extérieur, et il va trouver un espèce de manuscrit qui date du début de l'errance, de cette période où les humains ont dû commencer à fuir, et ce manuscrit aurait quelque chose apparemment de particulier et d'important, surtout qu'à partir de ce moment-ci il va y avoir plein de problèmes qui vont tomber sur le coin de la tête du jeune homme. Qu'en est-il? Je ne sais pas, mais je trouvais le pitch assez intriguant. J'aime beaucoup ce côté vraiment fantasy, découverte de l'univers, puisque là on est vraiment dans un univers qui est déjà posé, donc un récit de fantasy et pas fantastique pour ceux qui ont un petit peu du mal avec cette nuance-ci, et je trouve que l'imagination dont a fait preuve Christophe pour essayer de créer son univers a ce petit quelque chose de très attrayant, de très subtil, qui fait que ma curiosité a été immédiatement titillée. Je vous propose de continuer avec un récit qui donne pour le coup vraiment la chair de poule, la cocotte. Il s'agit du coup de Last Memory de Yukito Ayatsuji, à retrouver aux éditions Pika, et là on est dans un petit truc un petit peu plus horrifique puisque du coup on va suivre un jeune homme qui est étudiant en doctorat et malheureusement il voit sa maman dépérir peu à peu puisqu'elle est atteinte d'une maladie neurologique qui fait qu'elle est en train de perdre ses souvenirs tout en revivant certains d'une manière très dure, très cauchemardesque finalement, et il va essayer d'aider sa maman. Et comment est-ce qu'il va faire ça? Il va en fait remonter le fil du passé de l'histoire de sa mère et de sa famille jusqu'au moment où finalement il va être atteint de quelques hallucinations, de quelques petits passages qu'il va voir s'éclairer devant ses yeux, avec notamment par exemple des cris d'enfants, des choses comme ça. Et en fait il est possible que les hallucinations qu'il a aient un rapport avec le dernier souvenir de sa maman. Voilà un petit peu pour le récit. Donc quand on vous dit des enfants qui crient, un éclair immaculé, le bruit d'une sauterelle qui bondit, bon la sauterelle encore ça peut aller, mais des fois vous savez il y a toutes ces histoires où quand il y a un nuage de sauterelles qui s'amène, c'est pas bon, bonjour les problèmes, et du coup je me méfie un petit peu des sauterelles aussi dans ce roman-ci, je vous avoue, mais j'avais très envie de le découvrir. Il a également écrit notamment le bouquin qui se nomme Another, qui est un petit peu dans la même trempe avec ce côté chair de poule, et on verra si j'ai les coronets du slip pour pouvoir m'enjailler à lire ce bouquin. Je le ferai sûrement quand je serai pas toute seule à la maison et que je dormirai pas toute seule, voilà. Je vous propose de continuer avec un récit qui m'intriguait beaucoup et dont je suis plus que contente que Ophélie l'ait sélectionné pour me le faire découvrir. Il s'agit du coup du premier tome de la saga Surnaturel. Et du coup premier tome partie 1 puisque tous les tomes sont découpés en deux parties. Donc celui-là s'intitule Mystère, c'est écrit par E.J. Swan, à retrouver aux éditions Inceptio. Et dans cet univers-ci, on va suivre une protagoniste féminine qui va se retrouver toute seule, sa famille va être tuée dans des circonstances très bizarres et elle va être sauvée in extremis des flammes par un des leaders justement des surnaturels. Il va donc l'emmener dans cet univers-ci et notre jeune héroïne va finalement avoir la tâche de sauver cet univers qu'elle ne connaissait absolument pas, découvrir qui elle est, pourquoi est-ce qu'il y a un certain surnaturel qui hante ses pensées. On parle aussi de démons, on dit qu'apparemment elle commence à aimer le chaos, c'est très bizarre comme résumé dans la mesure où je ne sais pas trop où aller, et en plus c'est un petit peu exprimé à chaque première phrase finalement comme dirait un certain Yoda pour ceux qui connaissent, puisque ça fait survivante, voilà ce qui la caractérise, mystérieux et l'avenir qui s'ouvre à elle, combattante, elle devra le devenir. Voilà, il y a des petites phrases comme ça et du coup ça m'a fait rire, du moins j'ai eu le sourire quand je l'ai lu pour le coup, et j'ai hâte de découvrir. Si on en est actuellement au tome 2 partie 2 qui sont publiés, et bientôt du coup le tome 3 partie 1 va pouvoir voir le jour, pas tout de suite non plus puisque ça fait pas très longtemps que le dernier est sorti, donc ça veut dire que j'ai déjà 4 tomes à bouquiner pour être à jour, sachant que je n'ai pas encore fini les Arcanes d'Emera dont il me reste le 3e tome à découvrir. Alors pour ce roman-ci, je vous avoue que pour moi le résumé est assez flou, hein, très sincèrement, mais il m'a
donné envie. C'est pas français, mais j'ai eu trop envie de le découvrir sincèrement. Il s'agit du coup de Sous les ailes du Dieu Corbeau de Sarah Pintado, à retrouver aux éditions Noir d'Absinthe. Et en fait on va nous parler de 3 protagonistes, 2 hommes, donc il y aurait un jeune homme qui serait le fils du roi et qui doit notamment passer une épreuve pour la succession de son père. On va suivre aussi un autre jeune homme dont les deux finalement auraient une relation amoureuse, donc on est vraiment aussi sur ce genre de relation MM, et lui aussi il a un petit peu peur de cette épreuve, une épreuve qui finalement va aboutir à autre chose pour lui. Et on va suivre aussi une jeune demoiselle qui finalement essaierait de découvrir les secrets qui sont interdits aux femmes, et on parle aussi à ce moment-ci du fameux dieu oiseau. Voilà un petit peu ce qui est écrit dans le pitch. On est d'accord que c'est quelque chose de très mystérieux, de très sombre, on ne sait pas trop où on va, mais pour autant, il y a juste la petite touche pour te dire où est-ce qu'on va, je vais lire ce bouquin. Voilà, des fois vous en avez des résumés qui sont tellement mystérieux et obscurs que c'est à ne rien y comprendre, et du coup finalement on n'a pas envie d'aller vers celui-ci, mais je trouve que ce bouquin-ci pour le coup apporte cette petite pointe de mystère qui fait que quelque part on se dit ok, il y a un lien avec eux deux, donc peut-être que lui pourrait faire ci, et elle, qu'est-ce qu'elle peut découvrir, tout le côté finalement secret, les choses interdites aux femmes, genre ça j'adore, les relations entre hommes, j'aime beaucoup ça aussi dans les romans, donc finalement il y a beaucoup de petites choses qui me disent que ce roman a beaucoup de chances de me plaire. On continue du coup avec un tome 2 que m'a gentiment envoyé du coup Franck, donc je dis son nom de plume, Franck J. Matthews. Il s'agit du tome 2, donc ici c'est La Guerre des Parleurs qu'il a auto-édité. Le tome 1 notamment c'est le nouveau parleur que je vous ai présenté l'année dernière, à peu près à cette même époque je dirais, à peu près, même période tout du moins, et j'avais beaucoup aimé son histoire où finalement on suivait un jeune homme qui s'appelle Degan. Alors je sais pas si on dit Degan ou Degan. Degan, je trouve ça moche. Moi j'aime bien Degan. Et Degan en fait il évolue dans une cité où il essaye de survivre comme il peut, il vit dans un endroit très miteux, etc. C'est compliqué. Et finalement il va se retrouver embourbé dans une espèce de quête dont il est finalement le héros, puisque il est le parleur, il est la personne qu'on attend depuis des années. Et du coup il va devoir apprendre un petit peu toutes les espèces de légendes qu'il a entendues jusqu'à présent. Elles sont vraies, elles sont fondées et finalement elles le concernent aussi. Il va donc découvrir toute cette partie de l'histoire, découvrir ses pouvoirs, découvrir son rôle, découvrir qui sont les méchants, qu'est-ce qu'il doit faire, etc., etc. Ce premier tome pour moi était un univers bien construit, la plume de Franck est très fluide, très simple, on s'y perd pas, on sait où on va, et du coup ça m'avait permis de passer un bon moment, surtout qu'à la fin du tome 1, on nous coupe pas abruptement, mais vous êtes là et vous dites mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Dis-moi Franck, dis-moi. Et du coup dans ce tome 2-ci je vais pouvoir savoir de quoi il en est, donc je suis trop contente d'avoir la suite entre mes mains. Franck m'avait également fait parvenir ce roman-ci. Il s'agit du coup des Porteurs de la Lame Sainte qu'il a encore une fois décidé d'auto-éditer, et là on est dans une histoire que je trouve très atypique et très intéressante, puisqu'on va suivre une jeune demoiselle dont elle voit ses parents finalement se faire massacrer, puisque le crime pour lequel il serait coupable c'est d'être détenteur d'une lame sainte. La particularité de ces lames saintes en fait c'est qu'elles renferment des esprits, ou tout du moins une âme de personnes d'il y a très longtemps. Et du coup cette demoiselle elle va vouloir venger la mort de ses parents, elle va prendre cette fameuse lame sainte pour justement essayer d'assouvir son besoin de vengeance, sauf qu'en fait la lame sainte n'abrite pas l'âme d'un champion ou de quelqu'un de bien, elle abrite l'âme d'un mercenaire, donc quelque chose avec une connotation absolument négative, et je me demande dans quel pétrin elle va se mettre cette demoiselle. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Je trouve que là encore une fois Franck il a fait preuve d'une imagination absolument trop bien, mais je trouve qu'il a des idées pour ses pitchs d'histoire, ça me plaît beaucoup, et j'ai hâte de voir un petit peu comment est-ce qu'il va se dépatouiller avec celle-ci. Est-ce que le lecteur va encore une fois réussir à être pris dans cette histoire comme moi je l'ai été du coup pour l'autre tome 1. Je suis vraiment très curieuse là. On continue avec un bouquin qui va clairement me sortir de ma zone de confort. C'est un espèce de petit ovni selon moi, et j'espère que j'aurai du coup les tripes pour savoir justement le lire et l'apprécier comme il se doit. Il s'agit du coup du bouquin qui se nomme Kra, d'Arduchenne dans les ruines de Limre aux éditions Atalante, et c'est écrit par John Crowley. Je l'avais vu notamment en librairie, il m'avait beaucoup intriguée, j'avais discuté avec la libraire puisqu'en fait c'était un coup de cœur pour elle. Elle m'a expliqué que c'est ce genre de roman assez contemplatif où on se prend pas la tête, mais en même temps où il y a toute cette sensibilité qui est décrite dans l'histoire, et ça m'a un petit peu intriguée puisqu'en fait on va suivre un vieil homme. On est dans une ère qui est très proche de la pollution extrême, et ce vieil homme il va nous raconter ce qu'un jour lui a confessé une certaine Corneille, nommée notamment
notamment d'Arduchenne, toutes ses vies et toutes ses morts au travers de ce royaume, et du coup c'est cet homme qui va nous en parler. Donc on a vraiment ces sujets de vie et de mort qui peut-être perturber certaines personnes. Je sais que c'est des sujets dont tout le monde n'est pas forcément familier, où on n'a pas envie de s'y plonger, donc je préfère vous prévenir. Mais je me dis que cette Corneille, elle a dû vivre des trucs de fou pour que finalement il y a un bouquin comme ça qui sorte. Un bouquin comme ça, je crois qu'il fait autour des 600 pages, hein. Non, 500, plutôt autour des 500, excusez-moi, mais je sais pas, il y avait ce truc qui m'intriguait. Dès que ça fait un peu ovni, finalement j'ai envie d'y aller. Est-ce que j'aime les choses qui sont un petit peu bizarres et qui dénotent de l'ordinaire? Je crois que l'on peut dire oui. On continue avec une petite romance. Il s'agit du coup du Collectionneur de vœux de Mia Sheridan, à retrouver aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Et on va donc suivre dans cette histoire-ci la jeune Clara qui du coup déménage en Nouvelle-Orléans par rapport à une certaine école de danse. Et en fait, en déménageant, elle a envie d'explorer un petit peu la ville, là où elle habite désormais. Et elle va tomber sur une demeure avec un jardin qui avait l'air magnifique, mais comme s'il était finalement pas entretenu, un petit peu abandonné, avec une maison en plein milieu, enfin un truc incroyable. Elle croit que c'est abandonné et du coup elle va finalement rentrer dans celle-ci, et en fait ce n'est pas abandonné, il y a un homme qui y vit, un homme qui est défiguré et qui refuse qu'on le voie, et en fait petit à petit cette histoire va nous montrer les liens que Clara va tisser avec cet homme-ci, jusqu'à essayer finalement de gratter toutes les couches pour découvrir son malheur, pour découvrir pourquoi il est défiguré, pourquoi est-ce qu'il se cache, pourquoi est-ce qu'il n'entretient pas ses souffrances à vrai dire, et je trouve que ça a l'air super intéressant. Je vous le disais du coup dans mon vlog, je crois que c'est dans le vlog, où finalement, non c'est pas dans le vlog, c'est dans les sorties livresques, où je vous disais que j'avais un autre bouquin de l'autrice qui se nomme La Promesse, mais je n'ai pas encore eu le loisir de découvrir la plume de Mia Sheridan, mais là je vous avoue que je sais pas, il y avait quelque chose qui m'intriguait énormément, et je me dis si le titre se nomme Le Collectionneur de vœux, c'est peut-être pas pour rien. Je vous propose de continuer avec un roman qui m'a énormément intriguée et qui s'est fait désirer de mon côté puisque j'ai eu un petit peu de mal à le recevoir. Il s'agit du coup de L'Antidote mortel de Cassandre Lambert, à retrouver aux éditions Didier Jeunesse. C'est mon premier Didier, donc j'espère que ça va le faire. Et dans cette histoire-ci, on va suivre le destin de 3 femmes. La première se nomme du coup Whisper, qui est une princesse prisonnière du palais. Son père refuse par conséquent de la laisser sortir de celui-ci, et elle-même se refuse au destin que son père finalement lui voue. Elle ne veut surtout pas ça. Vous avez aussi du coup le personnage de Eden, qui est orpheline et qui ne vit que pour accomplir sa vengeance, même s'il faut passer par des sacrifices ou que sais-je, elle est déterminée. Et le troisième personnage s'appelle Jadis, qui est une paysanne qui doit finalement porter une mystérieuse fiole à la reine. Une fiole, pardon, je crois que je vous ai dit une fiole. Une fiole à la reine, et cette fiole aurait le pouvoir finalement de tout détruire, ou tout du moins elle est très importante, il faut y faire super attention. Et du coup les destins de ces 3 demoiselles va être lié. Qu'en est-il? Va-t-il advenir de l'avenir du peuple, du royaume, tout ça, tout ça? J'aime beaucoup, et d'ailleurs en vous préparant du coup la vidéo des sorties livresques, j'ai vu que le tome 2 sortait en septembre, et en termes de couverture on est sur le même style, sauf que là tout sera dans les tons argentés. J'avais vu ça, je me suis dit bon, je vais leur dire parce que je la trouve encore une fois super belle, même si clairement ma préférence va vers le doré, hein. Bon, ceci est superficiel, il n'empêche que le résumé avait tout pour me plaire. On continue avec un livre dont vous avez forcément entendu parler si vous êtes présent sur Bookstagram. Il s'agit du coup de La Carte des confins de Marie Repelin, alors Repelin, je vais pas dire de bêtises, publié aux éditions Pocket Jeunesse. On est typiquement sur une histoire de piraterie où finalement il y a un homme qui est capitaine pirate et une demoiselle qui vont devoir s'allier pour justement essayer de trouver cette fameuse carte des confins qui est le but ultime de la vie du pirate. Et on va voir la présence de cette jeune femme, qu'en est-il au cœur finalement d'un univers assez masculin. Apparemment il y a une bonne partie de romance dans cette histoire-ci, Marie ne s'en cache pas en tout cas sur Instagram, mais moi la romance ne me gêne absolument pas, j'ai hâte de découvrir ça. Et apparemment la fin du tome 1 est assez, comment dire, méchante pour le lecteur, qui va nous mettre dans un état tel où on va être frustré parce qu'on n'a pas le tome 2. Bon, normalement elle bosse dessus donc on aura une suite, mais le fait est que je suis pas prête à être frustrée, je ne suis pas prête. Une adaptation de Netflix qui a fait énormément parler d'elle, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit du coup de 365 jours de Blanka Lipinska, le premier tome à retrouver aux éditions Hugo, toujours dans la New Romance. Vous savez, cette fameuse histoire où finalement vous avez un homme qui fait partie de la mafia et qui va à un moment donné voir une demoiselle sur une plage, et en fait il va se dire ok, c'est elle que je veux, elle m'attire, il y a quelque chose. Et en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va la faire kidnapper, hein. Il va lui dire t'as 365 jours pour tomber amoureuse de moi, si jamais au-delà de
c'est 365 jours, ce n'est pas le cas, je te relâcherai, mais crois-moi, tu tomberas amoureuse de moi. Voilà un petit peu le pitch. Alors qu'est-ce qui n'a pas plu sur internet ou autre vis-à-vis de Netflix, l'adaptation? Je ne sais pas qu'en est-il dans le roman, est-ce que c'est Netflix qui a pris des libertés ou l'autrice le dépeint comme ça? Vous aurez une histoire où le consentement finalement a été un petit peu bafoué, puisqu'en fait ce fameux homme qui fait partie de la mafia, à un moment il va prendre un jet et finalement il va demander quelque part à l'hôtesse de bien vouloir lui servir de distraction, et celle-ci on voit bien qu'elle n'a pas spécialement envie, mais qu'elle va le faire de peur finalement d'avoir derrière des retournées. Donc on a cette histoire de consentement qui a été un petit peu bafouée, notamment dans l'adaptation Netflix. Après, voilà, est-ce qu'il faut le prendre au pied de la lettre? Est-ce qu'on se dit que c'est une histoire? Est-ce que c'est Netflix qui a pris des libertés? Je ne sais pas du tout. J'espère que j'aurai la réponse du coup en ayant la possibilité de découvrir ce premier tome, dont le deuxième arrive déjà, je crois, le mois prochain, quelque chose comme ça. On change totalement de style, d'époque, etc. puisqu'on part finalement sur une romance dite historique. Il s'agit du coup d'une dangereuse alliance de Jeniaki Cohen à retrouver aux éditions Pocket Jeunesse. On est dans quelque chose un petit peu à la chronique des Bridgerton, un petit peu à la Jane Austen, etc. puisqu'on va suivre une demoiselle qui finalement se pose pas plus de questions que ça. Oui, il faudra qu'elle soit mariée, mais bon, elle n'en est pas encore là, sauf que sa sœur à un moment donné revient en pleurant à la maison, battue par son mari, et en fait du coup tout l'héritage, le poids de leur nom de famille va peser sur notre héroïne. Elle va donc finalement entrer dans cette saison de mariage, devoir trouver un homme, etc. Et il y aurait 3 potentiels maris, mais on comprend pas forcément bien leurs intentions, qui est la bonne personne, qu'en est-il, à qui elle devra accorder sa main, et beaucoup plus que ça, etc. Voilà un petit peu le récit qui nous attend au cœur de cette histoire-ci, au cœur finalement de ce que nous propose Jeniaki Cohen. Ça a l'air assez intéressant, moi je me découvre en fait une espèce de passion pour tout ce contexte historique que j'ai découvert notamment avec Lady Helen, qui a cette part de fantastique, la chronique des Bridgerton, et j'en ai d'autres aussi dans ma palle, et il y a celui-ci désormais, et du coup quand je l'ai eu dans le catalogue, j'ai pas su résister. Je vous parlais tout à l'heure d'un récit avec 3 destins de femmes, 3 femmes finalement qui vont avoir quelque chose de lié pour une même quête sans le savoir, et on est typiquement dans ce genre de pitch avec La fileuse d'argent de Naomi Novik à retrouver aux éditions J'ai lu, donc la version poche sort en mai, et ce côté vraiment destin de femme, j'adore ça, et le côté où finalement on est dans un contexte assez froid, assez enneigé, etc. Le côté un petit peu pays de l'Est, j'adore ça, j'adore ça. J'ai découvert ça notamment avec la dernière Anastasia, un roman auto-édité que je vous conseille vraiment à 2 millions de %, et le fait est que du coup j'ai envie d'y retourner, et celui-ci m'intrigue beaucoup avec ces 3 destins de femmes, avec encore une fois une qui est plutôt à marier, une qui va devoir essayer de protéger sa famille, et une qui va reprendre le flambeau de sa famille vis-à-vis du métier de son papa, et finalement elle va attirer l'œil de quelqu'un de malveillant. Finalement 3 femmes qui ont, je suis sûre, du mordant et qui ont déjà un certain courage du fait d'essayer d'assumer leurs convictions, chose qui n'est pas toujours évident dans certaines époques et dans certains récits, puisque les femmes sont souvent pas au même piédestal que les hommes, hein, n'est-ce pas? Mais du coup je suis très curieuse, j'ai aussi Déraciné de l'autrice qui m'a gentiment offert ma petite Soli, et je pense que je vais peut-être sortir La fileuse d'argent, même si on est actuellement dans des températures relativement tempérées. C'est pas grave, un beau petit coup de froid, ça va me faire du bien. Je vous propose de continuer avec un petit roman qui m'a vraiment intriguée, je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit du coup de Jefferson de Jean-Claude Mourleva à retrouver aux éditions Gallimard Jeunesse. Et en fait il y avait un prix, alors je crois qu'il est écrit à l'arrière, non je l'ai enlevé je crois, flûte crottezut. Il y avait un prix finalement qui était donné aux auteurs, et jamais un auteur français ne l'a gagné. Vous avez par exemple Philippe Pullman qui l'a gagné, auteur très connu. Jamais un auteur français l'a gagné, et en fait dernièrement Jean-Claude Mourleva a gagné ce fameux prix. Donc du coup j'étais hyper curieuse, et dans le communiqué de presse qu'on nous a donné vis-à-vis de cette récompense enfin attribuée à un auteur français, il y avait ce petit bouquin-ci, et moi j'ai juste répondu en disant que c'était trop cool, félicitations les éditions, à l'auteur et tout ça, et c'est vrai que ce petit roman avait l'air sympa, et du coup on m'a proposé de me l'envoyer en fait, pardon. Et ici on va donc suivre un petit hérisson qui est venu se faire couper les cheveux, et en fait il va y avoir un meurtre, et il va donc essayer de trouver les coupables. On est sur quelque chose de très simple en termes de synopsis, mais ce qui est sympa c'est que déjà c'est au travers d'animaux, c'est dans notamment un petit jeunesse qui n'est pas très grand, qui a quelques petites illustrations, il fait 216 pages, et j'ai hâte de voir cette fameuse plume qui finalement a mérité un tel prix. On termine les services de presse avec notamment celui-ci. Il s'agit du coup de la 3e exode de Daniel Matt à retrouver aux éditions Scrinéo. On est dans un récit de SSFF,
Ouais, SFFF ou SF. Ouais, il y a de la science-fiction entre autres, je ne sais pas s'il y en a un petit peu plus que ça. J'ai pu sincèrement les résumer en tête, mais ça fait quelques mois que je l'avais demandé à la maison d'édition et en fait ça a été assez repoussé sa parution à ce roman-ci. Et je sais qu'il y a quelque chose qui m'a intriguée et j'ai simplement en fait envie d'y aller sans trop me poser de questions, sachant seulement qu'on est dans ce style littéraire. Ça me va très bien, donc si vous voulez avoir le résumé détaillé, je vous le mets comme d'habitude en barre d'informations. Mais pour le coup, je pense que je vais y aller tranquillou sans plus trop savoir de quoi il s'agit. Je vous propose du coup de passer au graphique, vous en allez voir j'en ai eu pas mal. On va notamment enchaîner les mangas puisque c'est beaucoup plus simple pour moi. Vous avez du coup le tome 3 de Magic Knight Ray-Earth de Clamp qui est du coup sorti ou qui va, je crois qu'il sort en mai celui-ci. Je n'ai pas encore du coup tous les bouquins puisque finalement il y a 6 tomes. Je n'ai pas non plus commencé la saga, mais on est sur ce trait de crayon un petit peu ancien puisque Clamp est un mangaka plutôt autour des années 2000. Arrête d'essayer de me grimper dessus. Et du coup j'étais toujours très intriguée. J'ai aussi son autre saga qui est Chobits, qui est dans ma palme, que je n'ai pas encore lu, mais j'ai envie de découvrir qu'est-ce que nous offre ce fameux mangaka nommé Clamp et dont il y a tant d'éloges. Ensuite, j'ai reçu d'ailleurs en double, j'ai le tome 1 et le tome 2 du conte des parias aux éditions Doki Doki, avec cette histoire d'une petite fille qui va se lier d'amitié avec l'équivalent du diable et on va suivre finalement leur quotidien et leurs aventures. Le tome 1 j'ai reçu en double, donc je vous le ferai gagner quand je l'aurai lu, ce sera beaucoup plus simple pour moi. En termes de suite de saga, j'ai également reçu le tome 5 de Sensuel Dilemme aux éditions Pika de Hakimi Hata, et là on est dans cette histoire finalement avec une différence d'âge, sauf que on a beaucoup plus avancé. Au début c'était juste un petit jeu, finalement l'amour a pris possession des deux personnes et on suit le après, le côté finalement il faut annoncer ça aux parents, le mariage, est-ce que c'est bien vu avec cet écart d'âge, etc., etc. Donc ça a quand même avancé, on en est au 5e tome et moi je suis absolument pas à jour, voilà tout. Et j'ai également finalement acheté les 3 premiers tomes de la saga Daisy, oui c'est ça, non, Deep Aquarium Magmel de Kiyomi Sugushita à retrouver aux éditions Vega. Ils avaient fait une offre, finalement les 3 premiers tomes étaient à 3 € donc ça valait énormément le coup et on va suivre ce petit jeune homme au cœur d'un aquarium qui va finalement être accepté par le directeur et on va voir un petit peu tout ce côté avec les poissons, l'univers marin, etc. Ça a l'air super intéressant. Il a l'air également très contemplatif puisque les traits de dessin, les traits de crayon sont absolument magnificaux et je sais que le 4e tome est déjà sorti mais quand j'ai vu cette offre-ci, alors là je ne répondais plus de rien. J'ai également reçu 2 BD de la part de la maison d'édition Bliss. Il y a tout d'abord le Festival du Dragonté et également la baie de Lucky Corn de Cathy O'Neill. Alors moi j'ai lu le Cercle du Dragonté, là c'est la suite, le festival. En fait la particularité de ces petits dragons c'est qu'ils ont des feuilles de thé qui poussent et du coup les personnages qu'on suit dedans les utilisent pour faire du thé, des infusions, etc. Et je trouve les dessins adorables, le côté de dragon vu autrement que comme on les connaît, j'adore, vraiment je suis trop fan, j'ai adoré le tome 1 et là le tome 2 est beaucoup plus gros donc je suis trop contente. Et la baie de Lucky Corn c'est toujours par la même personne, donc Cathy O'Neill, et là on est plutôt sur un univers aquatique mais toujours du coup avec une créature. Oh, j'adore, je sais pas pourquoi je les ai pas encore lus sincèrement, hein. Des fois je me pose des questions, je ne devrais pas, je devrais juste les lire, mais c'est des univers qui m'intriguent beaucoup et des styles de crayon encore une fois qui me correspondent à 2000%. Si vous aimez un petit peu plus tout ce qui touche finalement au continent asiatique, aux croyances, à la culture de ceux-ci, vous avez aussi ces 2 petits bouquins-ci. Il s'agit tout d'abord de La Fête des Ombres, le premier tome de Atelier Sento à retrouver aux éditions Iseki Nisho. C'est ça, hein, Iseki Nisho. Ouais c'est ça, j'avais peur de mal dire. Donc là on est sur une histoire, alors je sais même plus de quoi, quand les ombres et les vivants se rencontrent, voilà, excusez-moi. Et finalement ça avait l'air super intéressant quand la maison d'édition me l'a proposé. J'ai dit oui, je vous avoue que je suis assez curieuse. Et ils ont glissé aussi un autre livre de la même personne. Il s'agit du coup de Onibi, Carnet du Japon invisible. Donc ça avait l'air aussi tout aussi intéressant. Et là du coup on a peut-être ce côté un petit peu découverte et aventure vis-à-vis de ce côté carnet, découverte, j'imagine ça comme ça. En tout cas celui-ci n'était pas prévu mais je suis quand même contente de pouvoir le découvrir. Et pour terminer avec les graphiques, il y a également celui-ci. Il s'agit du coup de La Sentinelle du Petit Peuple, la pommade de fée de Forns, Carbone et Barreau à retrouver aux éditions Dupuis. On est dans ce côté où finalement une humaine est protectrice du
petit peuple. Et maintenant le rôle de ce protecteur revient à Adélaïde, notre protagoniste principale, et du coup il va y avoir des petites quêtes, des petites choses pour essayer de faire en sorte de toujours préserver ces petits êtres, et ça a l'air super intéressant. Encore une fois j'ai été charmée par le trait de crayon, voilà, on ne se refait pas de toute façon dès qu'il y a ce petit côté. Alors je pense que c'est assez enfantin comme trait quelque part, et ça me plaît énormément. Dès qu'on part sur quelque chose d'un peu plus adulte, je vous avoue que j'accroche un petit peu moins, donc oui, je pense que mon trait préféré est celui qui donne un petit côté peps, un petit côté couleur et jeunesse au récit. Je vous propose du coup de passer directement à mes achats qui sont un petit peu trop nombreux ce mois-ci, je vous avoue. Pour certains je vous ferai peut-être pas des résumés parce que j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers sur la chaîne, et en plus de ça on en parle beaucoup en ce moment, donc pour certains je vais m'abstenir sincèrement. Tout d'abord j'ai reçu La Cité de Laiton, enfin je l'ai acheté hein, de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus, qui est du coup ma lecture en cours. Je sais pas, vous allez le voir, j'en suis à peu près à 170 pages de lu. On est sur de la fantaisie orientale, je vous l'ai présenté également du coup dans mes vidéos, dans ma palle du mois de la fantasy, et pour le moment j'accroche plutôt bien. On va suivre en plus deux points de vue, donc ça je trouve que c'est super intéressant. L'univers est très riche, par contre il faut prendre un petit peu possession du vocabulaire et de celui-ci, mais une fois qu'on s'y accoutume finalement l'histoire se déroule vraiment bien. Évidemment hein, je n'ai pas pu laisser passer ce livre aussi, le tome 2 du Prince Cruel de Holly Black, à retrouver aux éditions Rajo. Ça a été un coup de cœur pour moi énorme le tome 1, même si au début j'étais un petit peu coussi-coussa avec Jude, mais il n'empêche que ce tome 2, quand je savais qu'il sortait, j'ai attendu le jour J je me suis pointée pour l'acheter. Alors soit je le lis peut-être pas tout de suite, même si encore une fois il est dans cette fameuse palle du mois de mai, mais le fait est que je pense que le moment où je vais mettre mon nez dedans, je vais pas faire grand chose d'autre hein. Grâce à ma petite choupette Alison, j'ai donc pu avoir notamment le tome 2 de Scarlett, donc le tome 2 des Chroniques Lunaires nommé Scarlett. Je dis grâce à elle parce qu'en fait ces éditions là j'arrive pas à les trouver près de chez moi, et j'étais un petit peu bloquée, donc elle m'a gentiment proposé un petit pick-up, et vous allez voir elle n'a pas fait que ça, mais on verra ça après. Donc le tome 2 des Chroniques Lunaires de Marissa Meyer à retrouver aux éditions Pocket Jeunesse. Le tome 1 j'ai adoré plus, j'ai juste été un petit peu déçue de la fin que j'ai vu venir depuis très longtemps, mais ce côté finalement où on s'imprègne aussi quelque part de l'histoire d'un conte, l'histoire de Cendrillon, ça m'a beaucoup plu dans le premier tome. Et là Scarlett, je pense qu'on va partir sur le petit chaperon rouge également. C'est des revisites de contes un petit peu, alors pour le tome 1 je voyais bien ça comme de la SF finalement. Le tome 2 je sais pas si on sera toujours dans cet univers-ci ou si on sera plutôt dans la SFFF, mais je suis toujours aussi intriguée, je suis heureuse maintenant de pouvoir continuer cette fameuse saga. Cet auteur, je me suis dit que je voulais vraiment le découvrir cette année, donc du coup j'ai dit je vais commencer par quelle saga hein, et je crois que j'ai pas commencé par l'une des plus petites. C'est pas grave. Je vous parle du coup de Brandon Sanderson avec notamment Les Archives de Rochard. Le tome 1 c'est La Voix des Rois aux éditions du Livre de Poche. Me demandez pas de le résumer, je ne sais pas du tout. Je sais juste qu'on est dans un univers de fantasy et que finalement cet auteur a su conquérir le cœur d'énormément de lecteurs fanatiques de fantasy, et j'espère également les rejoindre avec ce petit bébé-ci. Il a l'air de nous proposer quand même, Brandon Sanderson, un univers assez riche, et j'espère encore une fois accrocher et rejoindre cette team de fans de l'auteur. J'ai également craqué pour un roman qui diffère beaucoup aussi de ce que je vous présente d'habitude, il y en a quelques-uns comme ça, et là on part du coup sur La Voleuse de livres de Marcus Zusak à retrouver aux éditions Pocket. On est en pleine je crois que c'est Seconde Guerre mondiale si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça, et il y a un rapport avec la mort finalement est personnifiée, et finalement elle va nous raconter aussi l'histoire de cette petite fille qui a échappé à plusieurs fois à la mort durant cette guerre justement, et j'ai envie de découvrir le destin de cette demoiselle, de découvrir le rôle, enfin le rôle c'est compliqué de dire ça parce qu'on sait quel est le rôle de la mort, mais ce côté où finalement la mort n'arrive pas à l'accueillir, qu'en est-il, je sais pas, il y avait un petit quelque chose qui est du coup plutôt fantastique, qui m'a énormément intriguée, ce côté personnification de la mort, c'est quelque chose qui m'a donné envie, et quand je l'ai vu tout seul abandonné, bon bah je l'ai sauvé, que voulez-vous. Comme énormément de personnes, je n'ai pas su laisser ce livre chaud, hein, il a fallu que je recommande. Il s'agit du coup du Prix de Guenièvre, donc le premier tome de la saga de l'ascension de Camelot de Kristen White à retrouver aux éditions de Saxus. Donc oui, j'ai le format hardback, tout comme finalement pour La Cité de Laiton. Voilà, ils sont absolument sublimes les hardbacks, et je sais que la plupart du temps il n'y a pas un énorme travail non plus sur les couvertures, puisqu'en fait ce sont les mêmes que les couvertures en VO, mais le fait est que les hardbacks je les trouve vraiment très jolis, et là on est sur une réécriture de la légende arthurienne avec une certaine Guenièvre envoyée par un Merlin qui a été finalement expulsé, banni du
territoire et Geneviève est là pour protéger le roi Arthur de pas mal de petites choses. C'est pas la simple Geneviève qu'on connaît, c'est la Geneviève badass en mode warrior, etc. Donc je trouve que cette imagination et cet univers a l'air vraiment intéressant. Ma petite Soli de Livrement Addict l'a lu, en a dit grand bien, donc n'hésitez pas, de toute façon la chaîne est en barre d'informations. Et le fait est que ça m'a énormément intriguée en plus, déjà de base, mais quand elle a rajouté un petit peu ce petit élément en plus, c'était fini de moi, précommandé, tout ça. Un projet Ulule auquel j'ai participé il y a... Alors non, pas Ulule, parce que moi j'ai raté Ulule, du coup je l'ai pris après coup, je crois que c'est ça. Enfin bref, je l'attends depuis un moment sans être pressée, attention, je laisse le temps au temps, ça ne me gêne absolument pas, mais je suis très contente de l'avoir dans mes mains. Il s'agit du coup de Masque et Monstre, la magie d'artisan, donc c'est de R11 d'or, un livre auto-édité absolument magnifico, il n'y a pas d'autre mot. Et dans cette histoire-ci, on va suivre notamment deux demoiselles qui ont une vie tout à fait simple et banale, elles aiment bien se mettre en pyjama, elles ont un chat qui mange des patates, etc. Et en fait elles vont recueillir un jour un sans-abri qui va leur offrir deux masques sublimes, et à partir de là tout va changer, un autre monde va s'ouvrir à elles avec des petites créatures, etc. Vraiment quelque chose de totalement nouveau et inédit pour ces demoiselles. Et en plus il y a deux inconnus qui vont s'amener, alors apparemment ils sont assez mystérieux et charismatiques dirons-nous, mais qu'en est-il? Qu'est-ce que leur réserve cet univers, ces inconnus, etc. etc. Ça a l'air beaucoup trop bien, je vous en ai parlé en vlog de celui-ci et il est absolument magnifique. Vous l'avez sinon sous format plutôt broché parce que je suis pas sûre que ces éditions là sont encore à la vente, et la couverture quand c'est comme ça est représentée de cette manière-ci. Voilà un petit peu, de toute façon je vous mettrai le brochet en barre d'informations, je suis trop contente de l'avoir reçu. Ça fait deux projets auxquels je participe pour cette autrice-ci. À chaque fois elle fait des merveilleux bébés comme ça, reliés avec des dorures et tout, j'aime trop, je ne peux pas y résister systématiquement. Je décide de couper un petit peu toutes ces lectures-ci avec un petit jeunesse. Il s'agit du coup d'une pincée de magie de Michel Harrison, à retrouver aux éditions Seuil. Il est écrit 3 sœurs, une malédiction et une pincée de magie, et il m'en fallait pas plus. Comme je vous l'ai dit, je crois, dans le vlog, je l'imagine un petit peu, attendez, dans la trempe de celui-ci, de la maison qui parcourait le monde. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, il y a des similitudes avec ces histoires-ci, donc là on est dans un côté un petit peu plus magique, alors que là on est un petit peu plus dans un côté quelque part Baba Yaga, mort, accompagnement des âmes, etc. etc. Mais je sais pas, il m'a toujours intriguée, et je voulais le lire en anglais à la base, bien que finalement je déconseille ce genre de lecture, puisqu'en fait ce genre de livre souvent a un vocabulaire très riche pour justement aider les plus jeunes lecteurs à l'enrichir, et c'est pas évident quand on n'a pas l'anglais comme langue maternelle, et je suis très contente qu'il est sorti du coup en français chez Seuil. Quand je l'ai vu, j'avais passé complètement à côté de cette sortie, j'étais trop contente, et j'ai demandé à commander justement à ma librairie, ils en ont mis un petit peu plus dans leur commande pour l'avoir mis en plus directement dans la boutique. Les deux prochains romans j'irai assez vite puisque je vous en ai parlé il y a pas longtemps. J'ai craqué sur le tome 2 de Grisha de Leigh Bardugo, à retrouver aux éditions Milan. Vous savez tout le foin qu'il y a autour en ce moment de Grisha, avec la saga, avec le tome 2 de King of Scars sur Nikolai, tout ça. Moi je vous ai donné mon avis aussi sur le tome 1 il y a vraiment pas longtemps, donc je vais pas m'attarder dessus, mais je pense que je vais rester sur ces couvertures-ci que j'aime beaucoup, donc j'ai plus qu'à trouver le tome 3 dans cette édition qui ne va pas être une mince affaire je pense. J'ai également craqué sur Vinted pour le tome 2 de La Marque des Anges, donc intitulé Revenant de Laini Taylor, à retrouver aux éditions Gallimard Jeunesse. Est-ce que vous voyez la banane qui se décide quand je dis Laini Taylor? Je ne réponds plus de rien, hein. Autrice du Faiseur de Rêve, si vous posez la question, Faiseur de Rêve égale mon crush ultime en termes livre, voilà. Et c'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire: ah, j'ai vu ça sur Vinted, Kim, ça risque de t'intéresser. Effectivement, il était vraiment pas cher en plus, j'étais trop contente. Donc le tome 3 sera traduit d'ici la fin de l'année, enfin. Voilà, ça fait pas mal d'années qu'on attend la suite, alors moi pas, mais pour les personnes qui étaient à fond dès le début, voilà ce qu'il en est. Encore une fois, je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans un vlog, bon un petit peu plus longtemps que Grisha, hein, mais dans un vlog, dans un update lecture et tout, donc je ne vais pas vous rappeler l'histoire de cette histoire-ci, justement. Par contre, si vous m'avez déjà posé la question, entre La Marque des Anges et Le Faiseur de Rêve, c'est Le Faiseur de Rêve, il n'y a pas photo. Un achat du mois dernier qui est arrivé du coup ce mois-ci. Il s'agit du coup du fabricant de poupées de Cracovie de R.M. Romero, à retrouver aux éditions Gallimard Jeunesse. Je vous avais dit que j'avais envie de ce côté un petit peu pays de l'Est, un petit peu froid, etc., hivernal, et là on n'y manque pas puisqu'on est en Pologne. On est un petit peu quelque part sur une réécriture de Pinocchio dans le début, avec ce côté où une poupée prend vie, et finalement la poupée va dévoiler à son créateur que justement l'univers des poupées est en guerre, comme finalement l'univers des humains, et on va voir si à eux deux et leur magie
oui, ils vont pouvoir essayer d'y faire quelque chose, ces deux protagonistes-ci. Voilà, ça fait un moment que je l'avais vu. Je l'avais vu d'ailleurs d'occasion à mon Easy Cash, mais 14 € je crois qu'il l'avait mis. Je me suis dit, attendez, 14 € le truc il vaut 16 balles. Enfin non, c'est pas un prix d'occasion ça en fait. Et là je l'ai trouvé vraiment, je crois, à 4 € sur Vinted. J'ai pas pu résister encore une fois, je suis trop contente depuis le temps que je voulais. Là j'ai pas réfléchi. Cette vidéo, on va passer du coup aux cadeaux. Il y en a quelques-uns encore une fois. Je vous remercie infiniment pour votre gentillesse et votre générosité. Ça me touche toujours beaucoup. Je pense que vous en êtes rendu compte au bout d'un moment, hein, que ce soit dans mes réactions de vlog ou dans le fait que souvent je suis très gênée aussi parce que je ne sais pas recevoir un cadeau. C'est toujours un petit peu particulier avec moi. Mais vraiment merci infiniment et je voulais du coup vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu avec notamment un petit manga juste ici que m'a envoyé Marie. Il s'agit de Golden Sparkle de Suzumaru Minta à retrouver aux éditions alors non, c'est la collection Anna et c'est chez Boys Love, c'est ça, Boys Love. Donc du coup on est sur une romance entre deux hommes et je n'en voulais pas plus. Je crois que c'est un roman qui a été conseillé plus par Alex Bouquin Prada et Nina Quill et j'avais ce besoin depuis quelques temps de lire des mangas MM. De toute façon en ce moment j'ai ce côté romance MM en moi et celui-ci apparemment a l'air vraiment d'enfer, donc je me suis pas fait prier, je l'ai mis sur ma wishlist et Marie a eu la délicatesse et la gentillesse de me l'offrir. Tout à l'heure je vous parlais de ma choupette, hein, comme quoi que son cadeau ne contenait pas que le tome 2 des chroniques lunaires comme je lui avais demandé, hein. Elle m'a glissé le tome 3, cette pavasse énorme qui est Cresse, donc toujours de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Je suis trop contente, c'était tellement gentil de sa part. Et elle m'a glissé aussi le micro avec lequel du coup j'enregistre depuis quelques temps. Elle n'avait pas l'utilité et du coup elle me dit oh, je l'ai déballé, je veux pas le vendre, je l'utilise pas, moi j'en ai déjà un sur le mien, bah je te l'offre Malkimi et tout. J'ai dit mais elle est folle, elle est folle, elle est folle, elle est folle. Je savais pas comment réagir, c'était un truc de dingue et enfin voilà, elle sait ce que j'en pense, ça me touche toujours énormément et du coup elle a voulu m'offrir le tome 3 de cette saga coup de cœur pour elle et j'espère la suivre, même si voilà j'ai eu ce petit truc avec Cinder, il n'empêche que c'était un moment plus qu'agréable. J'adore la plume de Marissa Meyer, elle est trop gentille, en plus c'est une pavasse qu'elle m'a offerte, je suis tellement contente. Et je vous propose du coup de terminer cette vidéo avec deux cadeaux que m'a offert ma petite Ladyza pour me remonter le moral par rapport à la période un petit peu difficile que j'ai vécue par rapport à mon boulot et dont je vous toucherai quelques mots une fois que tout ceci sera arrangé. Et c'est trop, c'est beaucoup trop. Déjà elle m'a offert un petit manga que je ne connaissais absolument pas. Il s'agit de Bye Bye Liberty de Ayuko Hata aux éditions Kurokawa et il y a juste écrit derrière et ça me suffit. Un séducteur sans aucun tact et une célibataire fière de l'être, une rencontre éclectique. Donc on est un petit peu sur un shoujo où l'un veut pécho et l'autre ne veut pas être pécho, voilà, pour faire très simple, mais il n'empêche que j'aime bien justement ce genre de rencontre un petit peu électrisante et qui promet justement des situations assez drôles et rocambolesques pour le coup, donc ça c'est vraiment trop gentil. Et elle m'a offert un de ses derniers coups de cœur que moi j'avais envie de découvrir, que j'avais mis dans ma wishlist et du coup elle s'est permise de me l'offrir et quand je l'ai vu j'ai fait mon dieu. Il s'agit du premier tome des chroniques d'Elrad de HP Odalis à retrouver aux éditions Bookmark. Je crois que c'est la collection onirique effectivement et on est dans un récit de fantasy encore une fois où alors juste la petite phrase d'accroche c'est le peuple de l'ombre et le peuple du soleil qui peut encore se rappeler quand la guerre a commencé. Donc dans ma tête, alors attention hein, c'est moi qui juxtapose mais je vois un petit peu comme Lune Ardente où vous avez une guerre ancestrale entre les peuples issus de la lune et sombre lune et le peuple issu du soleil tout simplement. Et ça a l'air beaucoup trop bien, c'est un énorme coup de cœur pour elle. Le tome 2 sort ce mois-ci donc je suis tellement heureuse de l'avoir et il m'enjaille tellement que c'est pour ça que je l'ai glissé dans ma palle du mois de la fantaisie. Et encore une fois merci de tout cœur ma petite Ladyza pour ces cadeaux adorables et merci à toutes ces personnes qui finalement ont la délicatesse de vouloir m'envoyer un petit quelque chose, ça me touche toujours énormément. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Encore une fois je crois qu'elle va être assez longue mais je peux pas faire mieux si vous voulez que je vous explique un petit peu les pitchs à chaque fois. D'ailleurs en parlant de ça, si vous voulez tout savoir, je vais être en retard pour aller au boulot, je crois que je vais pas pouvoir manger mais bon c'est pas grave, on va s'en remettre. J'espère en tout cas que ce moment vous aura un petit peu diverti et je vous donne déjà rendez-vous dimanche prochain pour une vidéo reading vlog. Comme à chaque fois, ne me tapez pas pour dimanche dernier, hein. Moi j'avais tout en ordre et tout, c'est YouTube qui a planté toute la journée, je n'ai rien pu faire et j'ai pu vous la mettre que lundi matin donc je vous prie de m'excuser, hein, sincèrement. J'espère que vous voulez pas m'envoyer des carottes, hein. Soyez gentils parce que moi je vous fais des bisous et je vous demande de prendre soin de vous. Allez, à très bientôt. Ciao tout le monde!